à tous, bienvenue, mesdames, messieurs. 107 500 emplois créés pour la seule année 2019. Construction de 126 unités de transformation de matières premières, production énergétique exceptionnelle d'environ 160 mégawatts, soit la moitié des besoins de la population béninoise aux heures de pointe. Production cotonnière record, près de 700 000 tonnes en 2019, faisant du Bénin le premier producteur du coton en Afrique. En somme, 1001 réalisations forçant l'admiration. Patrice Talon, tout fier, en dira, l'heure du développement du Bénin a enfin sonné. Discours sur l'état de la nation, des statistiques satisfaisantes pour quel impact social. Le débat, c'est tout de suite, c'est maintenant, déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Dr Albert Roloncourt, professeur agrégé d'économie. Il est le directeur scientifique du laboratoire d'économie des sciences socio-écologiques et de la population de l'université d'Abomey-Calavi. Dr Albert Roloncourt, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. En face de vous, un autre docteur, un docteur peut en cacher un autre, docteur Fidèle Sonon. Il est consultant en management des organisations. L'homme aux multiples casquettes, c'est sûr. Mais c'est à ce titre qu'il nous accompagne ce jour-ci. Docteur Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs. Et vous répondez à leur façon. Patrice Talon, face au Parlement béninois, vous l'avez suivi, constaté. Des performances records jamais égalées. Ce sont entre autres ces mots depuis les années 60. Dans presque tous les domaines. Mesdames, Messieurs, regarde l'exposé du chef de l'État. Le Bénin aura fait bonne presse. Albert Roloncourt, d'abord, avant d'aller plus loin, votre appréciation de ce discours, vu d'ensemble, bien entendu. Merci Joël. Bon, avant d'aller peut-être vers le débat, il faut que je sacrifie à la tradition. Pourquoi pas? En disant bonne et heureuse année pour tout le monde. Et que l'année 2020 soit une année de paix, d'amour et de joie. Je sais que ces choses-là sont les fruits de notre sagesse, de notre force au travail, de la beauté que nous avons pu créer en 2019. Mais on implore la grâce divine pour qu'on ait ces choses-là, pour que l'année 2020 soit plus belle que l'année 2019. Merci. Cela dit, évidemment, quand un chef de l'État fait un discours sur la nation, il doit être optimiste, parce que s'il dit que tout est rose, et tout est morose, et que rien ne marche, mais pourquoi vous êtes là? Vous n'avez rien fait. Donc le ton optimiste du chef de l'État est bien apprécié. Et autre chose qu'on peut dire pour pouvoir apprécier ce discours, c'est que nous allons nous fonder sur les faits. Comme la marque le dit, sauf les faits, tout n'est qu'opinion. Tout à fait. Parce que les faits, ce sont les chiffres qu'il a pu annoncer. Et nous n'allons pas aussi, n'allons pas contester ces chiffres, mais nous n'allons pas aussi apprécier tout ce qu'il a projeté pour le futur. Parce qu'il peut y avoir des accidents de parcours et le futur peut ne pas être réalisé. Donc, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir évaluer l'interprétation des chiffres qu'il a pu annoncer. Vous dites, bon, ça va, et qui lui a donné le ton optimiste qu'il a eu. Donc, je crois que c'est ce que nous allons faire fondamentalement. Un ton optimiste que le professeur comprend, oui. Alors, on peut le dire, c'est vrai, si vous êtes à la tête d'une structure et que vous-même, vous devez venir et puis siffler le deuil de ce que vous portez, mais à quoi bon? Comme le dirait vulgairement l'adage chez nous, oui, le vendeur ou la vendeuse d'Akassa ne dit jamais qu'elle vend un produit froid. Fidèle Sonon, oui, votre point de vue d'ensemble avant d'évoluer. Je vais faire de même, souhaiter à tous nos téléspectateurs une bonne et heureuse année 2020 et à vous aussi. Merci beaucoup. Ceci dit, mon appréciation globale du discours du président de la République sur l'état de la nation, je dirais que le président a fait son job. Le président a fait son job. Si j'étais à sa place, je ferais de même. Maintenant, est-ce que nous, contribuables, société civile, partis politiques de l'opposition, nous faisons notre job? Est-ce que nous allons faire notre job? Notre job étant effectivement de regarder ces chiffres, ces propos, et de les replacer dans leur juste proportion. Est-ce que nous faisons suffisamment ce travail?
Donc le président de la République a fait son job. Et je dois déplorer tout simplement que, contrairement à certains pays occidentaux où nous avons vu des choses extraordinaires se passer lorsque vous êtes dans un discours de ce genre ou dans une émission, il y a ce qu'on appelle le fact-checking ou le reality check, qui fait que tous les chiffres que vous êtes en train de sortir, il y a une base de données que des gens sont en train de consulter pour vous mettre en défaut immédiatement si vous osez avancer des chiffres qui ne sont pas corrects. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Je ne nous condamne pas forcément aussi, parce que c'est une question de moyens. Et aussi, il faudrait que ces bases de données soient constituées. Or, nous allons en parler tout à l'heure, il y a comme une opacité au niveau des données qui peuvent nous permettre d'apprécier à bon escient les actions gouvernementales. Voilà mon appréciation globale. Merci pour ces points de vue, somme tous bien, des points de vue succincts. Mais beaucoup d'observateurs s'accordent à dire qu'on a eu droit pour ce discours sur l'état de la nation, plus à des données économiques que de toute autre coloration politique ou sociale. Est-ce que le professeur pense que là, on a eu un discours dans l'ensemble avec une teinte économique? Oui, bon, ceux qui disent ça, c'est pas vrai, parce que, comme je dis souvent, quand on parle de développement, c'est d'abord l'économie. Il y a 5 libertés qu'il faut avoir. Okay. La première liberté, c'est bien sûr la consommation, parce qu'il faut que nous habillions, il faut que nous mangions, tout ça. Et il a parlé de l'eau potable, il a parlé d'un certain nombre de choses, de repas en milieu scolaire, il a parlé de tout ça. Donc, il prend en compte cette liberté. La deuxième liberté, c'est comment nous instruire, l'éducation. Il en a parlé aussi en parlant de ce qu'il a fait au niveau des 3 heures d'enseignement. Et la troisième catégorie de liberté, c'est ce qu'on peut appeler la liberté de se soigner. Au niveau de la santé, il a parlé des réformes qui sont faites au niveau des hôpitaux, etc. Donc, il en a parlé. Et puis, il a commencé par les 2 dernières libertés, à savoir la liberté civile. Est-ce que nous avons la liberté de nous associer, de faire des choses? Il en a parlé. Et puis, il a parlé aussi des libertés politiques, jusqu'à parler de la révision de la Constitution. Donc, toutes ces libertés... En termes de dosage, oui. Si vous devez les juste apposer. Donc, il a parlé de tout ça. Donc, c'est un discours sur ce plan qui est complet. Okay. Maintenant, effectivement, l'économie vient, en tout cas, colorer tout, parce que vous ne pouvez pas, si vous ne mangez pas, du ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, c'est pourquoi il a parlé des besoins matériels, il en a parlé. Maintenant, est-ce que nous sommes d'accord? Ça, c'est un autre débat. Oui, l'aspect en termes de dosage, peut-être, des différents piliers évoqués ou de liberté abordés. Vous les appréciez, vous, comment? Non, je suis aussi de l'avis que le président de la République a orienté son discours vers ce que moi j'appellerais effectivement le développement, un développement économique et humain. Donc, et il ne peut pas faire autrement, parce que vous me permettrez de prendre quelques petites minutes pour expliquer les fondements du régime de la rupture. Parce que d'où est-ce que nous sommes partis? Ce qui nous arrive aujourd'hui, vous entendez de plus en plus dire que nous ne sommes plus en démocratie. Et je suis de l'avis de ceux-là. Nous sommes dans un régime comparable à ce qu'on pourrait appeler la démocrature, qui est la contamination de la démocratie par la dictature. Mais pourquoi est-ce que nous sommes venus là? Nous en sommes venus là. C'est très important d'expliquer. Vous savez, à la conférence nationale, nous avons choisi 2 options. Les 2 grandes options d'une démocratie. Il y a la démocratie économique et il y a la démocratie politique. La démocratie politique, donc multipartisme intégral ou non, avec alternance au pouvoir, liberté civile, etc. Mais il y a aussi un autre grand pan, la démocratie économique, qui assure les droits socio-économiques. Lorsque vous regardez de 1990 à 2016, nous avons fait des avancées au niveau de la démocratie politique. On nous a même appelé laboratoire de la démocratie. Mais est-ce que nous avons fait les mêmes avancées au niveau développement économique et humain? La réponse est non. Donc, en définitive, c'est cela qui a servi d'alibi
à ce que je pourrais appeler le vrai faux diagnostic du régime de la rupture. Parce que, sur le plan de la démocratie économique, c'est une catastrophe. Ça, il faut le reconnaître avec le régime. Mais voilà, lorsque vous rencontrez les gens en privé, c'est ce qu'ils vous disent. Ils disent, mais on a fait trop de la politique. Maintenant, il faut le développement. Mais la question fondamentale, là où je parle de vrai faux diagnostic, c'est que est-ce qu'on est obligé de reculer le curseur de la démocratie politique pour booster la démocratie économique? Et vous répondez? La réponse est non. Il faut maintenir les acquis de la démocratie politique et donc agir sur le levier de la démocratie économique. Donc, ouverture à l'économie de marché, avec la création de richesses, redistribution équitable de cette richesse, etc. On peut bien le faire sans forcément toucher au curseur de la démocratie politique. Mais on nous a fait croire que notre option à la conférence nationale, c'est ça qui fait le multipartisme, c'est ça qui fait qu'il y a un recul ou une stagnation au niveau économique. Et c'est là où je parle de faux diagnostic. Cela dépend beaucoup plus de la qualité de leadership et qu'on imprime, donc, et non au régime. Donc c'est pour dire, je ne justifie pas, mais j'explique là où nous sommes venus à la démocrature. Qui pourrait, et j'en aurais fini, qui pourrait, lorsque nous observons un certain nombre de pays comme le Rwanda, la Chine, les pays qu'on appelle les dragons de l'Asie, si nous voyons comment ils ont fonctionné, vous avez tendance à croire qu'une certaine autocratie pourrait induire ce qu'on appelle la stabilité politique productive. Mais dans notre cas, lorsqu'on voit les signaux, et nous allons en parler tout à l'heure, je crains qu'on ait une stabilité politique stérile. En tout cas, ça ouvre un autre débat qu'on aura, mesdames, messieurs, l'occasion sans doute d'aborder. Alors, apprécions à présent un peu les chiffres sur la question de l'emploi, le domaine qui intéresse plus d'un. Le chef de l'État n'a pas manqué de mots. Des chiffres, il y en aura eu. Pour l'universitaire, comment vous avez apprécié ces données? Oui, peut-être avant d'intervenir sur les chiffres, je crois que mon ami Sonon, il a dit effectivement, si on est dans un pays où tout marche bien, on pourrait contester les chiffres. Bon, tout à l'heure, moi j'ai dit, je fais l'hypothèse que les chiffres sont vrais, parce que je n'ai pas de preuve contraire, donc je ne peux pas dire que les chiffres ne sont pas vrais. Mais comme il a dit, dans un pays qui se respecte, même si l'administration fait de l'opacité, etc., ils doivent avoir leur propre base de données avec les sondages, avec un certain nombre de choses, et dire non, ce qu'il a dit là, c'est pas vrai, etc., au niveau des chiffres. Mais il n'y a pas ça, donc on ne peut que aimer les chiffres. La question de l'emploi m'a toujours posé un petit problème, parce que c'est l'unité de mesure qui est un peu le problème. Je faisais un travail de consultation, où il m'était demandé de définir un peu l'unité de travail. Et puis, j'ai vu dans la littérature, on a parlé de personne année. Comme on dit homme-jour, on dit personne année, c'est-à-dire une personne qui travaille pendant une année. Et quand vous dites 30 personnes année, par exemple, 30 personnes année, vous pouvez l'interpréter de deux manières. Vous pouvez l'interpréter en disant que c'est une personne qui travaille pendant 30 ans, comme vous pouvez l'interpréter en disant que c'est 30 personnes qui travaillent pendant une année. Donc, cela dit, ça veut dire que si on ouvre un chantier et qu'on recrute les gens sur le chantier et qu'ils travaillent pendant 3 mois, ils travaillent pendant 1 an, le gouvernement est dans son droit, tant que les mesures ne sont pas clairement définies et que les types d'emplois ne sont pas clairement définis, de dire j'ai créé 3000 emplois parce que les gens travaillent sur les chantiers, parce que les gens font un certain nombre de choses. C'est pourquoi c'est un peu difficile de dire, si on accepte que les chiffres sont vrais, c'est de nous dire comment c'est mesuré. Parce que ce ne sont pas des emplois du genre où on est dans la fonction publique et quand vous avez recruté, on sait que vous avez travaillé pendant 30 ans. Donc c'est un emploi permanent. Mais si c'est un emploi sur le chantier qu'on compte et qu'après 3 mois, la personne perd son emploi, est-ce que c'est véritablement un emploi? C'est pourquoi c'était très intéressant, ça aurait été très intéressant de qualifier les emplois et de dire, bon, cet emploi-là, c'est vrai. Donc ce sont ces aspects-là qu'il faut voir pour la question. Donc il n'y a pas à contester les chiffres que le chef de l'État a donnés tant que
on n'a pas fait cet exercice-là pour dire il s'agit de quel emploi et quelle est la structure des emplois qui sont créés. Et pour l'université, lorsque ce travail manque, comment vous l'appréciez? Bon. Puisque c'est de vos laboratoires que sortent les données qu'il faut pour bâtir, comme on dit, une nation prospère. Et la stabilité des États africains de plus en plus, c'est de l'autorité publique, passe par la question du règlement, en tout cas, autant qu'on peut, de la question du chômage. Oui, on revient un peu à ce que Fidèle a dit tout à l'heure, à savoir les laboratoires qui sont à l'université peuvent être à la fois sollicités par les opposants comme par l'État. Donc ce n'est pas un problème. Nous autres, on a plus de liberté que l'administration qui peut peut-être cacher des chiffres ou dire bon, ce n'est pas encore l'heure de publier les chiffres. Mais si on commande des travaux aux universités, il peut le faire. Mais pour faire ce travail-là et pour dire le gouvernement actuel, quels sont les emplois qu'il est en train de créer, quelle est la structure de ces emplois, est-ce que c'est des emplois précaires ou des emplois permanents, etc. Il faut faire véritablement un travail de recherche et là il faut avoir les moyens et les opposants peuvent normalement solliciter cette structure-là pour faire ce travail et faire un discours sur l'état de la nation parallèle au discours sur l'état de la nation du chef de l'État. Et là on pourrait voir la différence, quoi. Pour l'instant, c'est un vide qui ne dit pas son nom et qui profite à qui de droit. Alors oui, Fidèle Sonon, la question de l'emploi, vous l'observez sous quel angle? Oui, c'est ça. Je vais peut-être dire la même chose que le professeur Albert, en insistant sur notre pan. Moi, par exemple, j'ai lu sur le site, je crois, de l'INSAE, que le Bénin a un taux de chômage de 2,3%, quelque chose comme ça. J'ai dit, waouh, je connais le taux de chômage aux États-Unis qui est autour de 4, et quelques. Oui. Et c'est un record sous Trump. J'ai dit, mais on le mesure comment? 2% de quoi? On le mesure comment? La question que ça pose, c'est ce que le professeur a dit, et j'insiste là-dessus, lorsque nous ne partageons pas ensemble les indicateurs de performance, n'importe qui peut sortir n'importe quel chiffre. Est-ce qu'on comptabilise les emplois précaires aussi dans les emplois qu'on doit comptabiliser pour déterminer le taux de chômage, par exemple? Mais et vous allez voir, habilement, ni le ministre d'État Biochane, ni le président de la République n'a évoqué la question du taux de chômage. Ils parlent de création d'emplois. Mais à contrario, ils ne parlent pas. Moi, je ne vois pas les politiques en général. Ce n'est pas le fait de ce régime seul. En général, parler de la question du taux de chômage. Alors que dans les autres pays, enfin, que nous copions sur le plan de la démocratie, donc la démocratie économique, donc j'en viens encore, mais le taux de chômage, c'est un élément important. Rappelez-vous, Hollande, il y a peut-être d'autres raisons politiques, mais l'une des raisons fondamentales que lui, il a évoquées, c'est qu'il n'a pas réussi à faire baisser le taux de chômage. C'est l'une des raisons pour lesquelles il ne s'est pas représenté. Mais ici, on ne s'en occupe pas. Le taux de chômage, c'est un élément important. Et il faudrait nous dire, par exemple, en 2016, on a pris le pays à tel taux de chômage. Et quand on dit taux de chômage, voilà ce que ça veut dire. On partage avec tout le monde les indicateurs. Et chaque année, on nous montre qu'on est en train d'avancer sur la base des mêmes indicateurs. Donc, le gros problème qu'on a, effectivement, c'est le problème des chiffres qui viennent parfois comme des cocktails de chiffres qu'on avance. Et vous savez, en rhétorique, il y a une technique que les gens utilisent. Parfois, les chiffres sont crédibilisés par la personnalité des gens qui les évoquent. On dit 30% de... Et parce que ça vient d'une source officielle, donc de l'exécutif, et aussi parce que ça vient d'une personnalité respectée, d'un universitaire, ça agit sur vous. Vous ne cherchez plus à vérifier si c'est vrai ou faux. Et des gens peuvent, même des journalistes peuvent commencer à relayer les mêmes chiffres sans que personne ne se pose la question de savoir qu'est-ce que ça signifie fondamentalement. Donc, moi, je dis, au-delà des chiffres, il est important de confronter ces chiffres à la réalité. Lorsque nous voyons la réalité de l'emploi au Bénin aujourd'hui, est-ce qu'on se porte mieux? Donc,
évidemment, malheureusement, ça va devenir une question d'opinion et non plus de chiffres, parce que sur les chiffres, on ne s'entend pas. Je ne sais pas si les grands auteurs que vous êtes là... Peut-être que ce que je vais... Bon, il a dit quelque chose d'extrêmement important, puisque l'émission que nous faisons aussi, c'est l'éducation économique, etc. C'est-à-dire le taux de chômage dans des pays comme le Bénin n'est pas un indicateur pertinent, parce qu'au centre de BIT, on dit que quelqu'un au chômage, si ces 2 dernières semaines, il cherche un emploi, il est disponible pour travailler. Maintenant, ce qui se fait généralement, quelqu'un qui a sa licence à l'université, ou bien son master, même son doctorat, il sort de l'université. S'il n'a pas des parents qui sont riches, où il va dire, je reste là, je continue de chercher le bon emploi, entre guillemets, et puis ses parents continuent de le supporter. Même si c'est pour conduire le taxi moto, il va le faire. C'est-à-dire, il va faire des boulots. Il peut même rentrer dans ce qu'on appelle un chômage invisible. C'est-à-dire, au lieu de travailler 40 heures par semaine, il va travailler même 50 heures. Mais ce que ça lui apporte comme revenu, ce n'est pas suffisant parce que soit il est dans l'informel, soit il fait un travail qui ne correspond pas à sa formation. Celui-là, il n'est pas au chômage. Puisque si vous lui demandez est-ce qu'il cherche d'emploi, il ne cherche pas d'emploi, il a trouvé un emploi qu'il est en train de faire. Celui-là, il n'est pas au chômage. Mais il est sous-employé. Donc, quand vous calculez le taux de chômage au Bénin, même le recensement de 2002, je crois que c'était 0,8%, etc. Donc, étonnamment. Donc, si vous prenez la définition du BIT, vous calculez ces indicateurs-là, vous allez trouver des taux. L'importance de conceptualiser les données. Ou de trouver ce qu'on appelle le taux de chômage déguisé ou le taux de sous-emploi. Alors, depuis peu, au Bénin, j'imagine que vous le savez, il y a une association dite de la défense des chômeurs bien constituée et qui de plus en plus se donne de la voix. Ils n'ont pas manqué de réagir suite à cet exposé pour la question de l'emploi des jeunes. Ils ont estimé qu'ils ont vu leur effectif malheureusement grossi. Je cite un peu. On s'attendait à avoir des concours lancés cette année. Nous n'en avons pas eu 3. On s'attendait à être recrutés au niveau de quelques entreprises. Beaucoup ont dû fermer la porte. On s'attendait à rester aux côtés de certains jeunes comme nous qui, eux, ont eu la chance d'être bien nés, qu'avenant de familles un peu aisées où on a mis des boutiques à leur niveau. Ils ont dû fermer parce qu'impossible pour eux de faire face aux impôts. Alors, on se demande ce qui a vraiment été créé en addition à l'existant. Professeur, j'ai bien envie d'avoir votre réaction par rapport à ce chapelet de litanie de ces 10 chômeurs. Oui, bon, ce sont des chômeurs, je ne sais pas, quand les chômeurs forment l'association, je ne sais pas quand est-ce qu'ils travaillent, même... ils pensent qu'ensemble, ils pourront régler le problème. Quand est-ce qu'il faut les comptabiliser dans les sous-emplois, et j'imagine quand les chefs vont trouver d'emploi, comment ça va se faire. Ils vont prendre peut-être la relève. Ça, c'est pour rire un peu, mais au fait, c'est là où le problème de la comptabilisation des emplois créés par l'État devient un peu difficile. Et ça impacte un peu tout ce qu'on peut appeler politique publique. Ouais. Si l'État, par exemple, exonère les jeunes entreprises de l'impôt et que ces entreprises-là survivent et créent des emplois, est-ce que c'est l'État qui a créé des emplois ou pas? Ouais, c'est la politique, l'environnement qui crée d'emplois. Et je crois que l'actuel gouvernement de la rupture, je crois à ses débuts, dit non, moi je ne suis pas intéressé par les emplois publics. Je vais mettre en place un environnement pour que le secteur privé crée des emplois. Et je crois que ça, c'est une bonne politique. Parce que quand vous voyez même notre administration, il y a quelque chose qu'ils ne font pas. Vous allez voir qu'il y a des administrations qui sont surchargées, tandis que d'autres manquent de personnel. Donc ça veut dire que si on redéploie même le personnel de l'administration, on n'a pas beaucoup à recruter. Ce qui veut dire que c'est dans le secteur privé qu'il faut trouver des emplois. Donc, lancer les concours de recrutement, tout ça, les emplois ne devaient pas se trouver là. Mais c'est pas contre favoriser la création d'entreprises. Pour que ces jeunes-là qui ferment le ferment non plus. Et maintenant qu'on est même dans un système où l'État sous-traite avec le privé, dans un truc de partenariat public-privé, il y a des travaux qu'on pensait que ça relevait de l'administration publique, mais qui relèvent du privé maintenant. Il y a beaucoup de points qu'on va évoquer rapidement sur la question du chômage et puis ce coup de gueule de ces jeunes qui se disent être délaissés et ne voient rien venir à l'horizon alors qu'on leur avance des chiffres. Non, mais c'est justement là où on attend ce gouvernement, parce que je l'ai dit tantôt, ce gouvernement nous a promis relever le curseur de la démocratie économique. Cela veut dire, et le professeur a rappelé
la politique délibérée du gouvernement de dire j'améliore le cadre de la création des entreprises et donc des emplois pour que des emplois se créent. Et nous voyons des chômeurs qui se plaignent que leur nombre grossit. Évidemment, c'est aussi une source. On peut contester ou on peut confirmer. Mais le problème véritable ici, c'est qu'effectivement, il va falloir qu'en avril 2021, 5 ans après, que nous puissions avoir les prémices tout au moins du développement, du décollage, du développement économique et humain. C'est fondamental. Sinon, la question va être quoi? Ça veut dire qu'on aura reculé le curseur politique, donc de la démocratie politique, et on aura stagné au niveau de la démocratie économique, ou peut-être reculé aussi. Et donc, c'est là où la question va se poser à ce gouvernement. Et j'ai entendu le ministre Biotchane reconnaître, j'ai suivi à nouveau l'émission, les 3 ans du PAG, il a reconnu à la question du journaliste que l'environnement des affaires, nous avons reculé. Dans les notations, le ministre l'a reconnu, nous avons reculé. Et il était relativement frustré parce qu'il dit, avec toutes les réformes que nous avons faites, et que nous ayons ces notes-là au niveau de l'environnement des affaires. Alors, si au niveau de l'environnement des affaires, où on a injecté, je crois, beaucoup de milliards, parce que 26%, plus de 26% du budget de 2018 ont été injectés dans ce qu'ils ont appelé l'efficacité de l'administration publique. Alors, si on a fait tout ça, pour qu'au niveau de l'environnement des affaires, ça n'avance pas, reconnu par le gouvernement, je crains qu'on ne puisse pas créer suffisamment d'entreprises qui vont donc créer des emplois, donc des emplois relativement non précaires, qui puissent permettre aux gens de consommer, d'épargner pour faire tourner l'économie. Donc moi, c'est ma crainte aujourd'hui, parce qu'on nous a promis le développement au détriment de la démocratie politique. Alors, c'est un grand ensemble, la question de l'emploi. Mais je vais rapidement vous demander, avant de descendre vers d'autres préoccupations qui sont aussi très importantes, la question énergétique, par exemple. Dites, le secteur informel au Bénin ne compte pas pour rien. Alors, quand on parle de la question de l'emploi, est-ce qu'il faut y intégrer un peu ce type d'emploi qui se crée, pas des gens qui ne sont pas intellectuels, fonctionnaires, étudiants ou autres, mais qui se débrouillent pour vivre aussi? Oui, c'est-à-dire, si l'État mène une politique délibérée, et puis dit l'un de mes indicateurs de réussite de cette activité, c'est la création d'emplois. C'est-à-dire que l'État va compter ces emplois-là après pour dire que je suis en train de créer des emplois. Donc, ça dépend, mais il y a des emplois qui se créent en dehors de l'État. Parce que si vous rentrez vraiment dans l'informel, vous n'êtes pas du tout avec l'État, même s'il y a des politiques de l'informel, indirect. Mais ça dépend au départ de ce que l'État dit. L'État dit, je vais créer d'emplois et voici comment il va comptabiliser les emplois. Et après, l'État peut les comptabiliser. Mais aujourd'hui, on doit voir l'État dans la restructuration de l'informel, non? On se rappelle avec les casses pour mettre un peu de l'ordre et autres. Oui. Mais l'informel, ça se crée toujours, puisque j'imagine, quand vous finissez à l'université, vous n'avez rien. Comme je le disais tout à l'heure, à moins que vous ayez des parents suffisamment riches, vous faites quelque chose pour manger, donc vous rentrez dans l'informel. Vous n'attendez pas nécessairement pour créer une entreprise. Je faisais un débat avec le DG de la pièce sur peut-être la création d'entreprises. J'ai dit, il faut distinguer, peut-être que le chef de l'État a annoncé aussi des chiffres dans ce domaine, en disant 22 000 créations d'entreprises pour le premier trimestre de 2019. Où je disais, il faut distinguer la création de l'entreprise du coût d'utilisation de l'entreprise. Et heureusement qu'ils ont fait des réformes dans ce sens. Sinon, avant, vous créez une entreprise nouvelle, vous voulez avoir votre premier marché. Il faut avoir des papiers avant de postuler à l'appel d'offres. Et il faut payer les impôts, 400 000. Il faut payer la Caisse nationale de sécurité sociale. Quand vous voyez ça, quand vous êtes un chômeur et vous n'avez même pas votre premier marché, et vous jouez pour le premier marché, c'est une loterie puisque vous ne l'avez pas. Vous pouvez aller échouer. Et puis on vous oblige à payer au moins 500 000 d'abord avant de postuler. Vous voyez qu'automatiquement, vous créez une entreprise, mais vous ne l'utilisez pas.
C'est ainsi que beaucoup créent d'entreprises, mais ils ne les utilisent pas parce qu'on a diminué le coût de création d'entreprise. Mais le coût d'utilisation de l'entreprise même pose problème. D'accord? Maintenant, si l'État fait des réformes dans ce sens, et voit maintenant qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont utilisées, et en tout cas qui sont utilisées, qui postulent à des marchés, qui paient des impôts après avoir eu les premiers marchés, etc. Là, l'État peut dire, j'ai encouragé, j'ai fait des réformes dans ce domaine qui ont prospéré. Donc, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de définition fine des choses ou d'intervention fine qu'on doit faire. Parce que sinon, vous allez chiffrer 22 000, mais c'est peut-être 1 000 qui ont pu réellement prospérer, etc. Oui, Fidèle, sinon. Oui, j'aimerais dire un mot là-dessus. Il y a ce que j'appelle souvent aussi le taux de mortalité des entreprises, parce qu'il y a plein d'entreprises qu'on continue de comptabiliser, mais qui sont mortes, ou des entreprises qui ont écrit à l'administration pour dire j'arrête mes activités en attendant. Et il y a d'autres qui n'ont même pas écrit, mais qui n'exercent pas tout simplement parce que c'est pas fonctionnel. Donc, et c'est la même chose pour l'emploi. L'emploi, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, sur le projet de Maria Gleta, la deuxième phase, il y a eu des dizaines, j'allais dire des centaines de personnes qui ont travaillé sur ce projet-là, que moi je connais puisque je les ai rencontrés plusieurs fois, mais qui aujourd'hui ne travaillent plus. Ils ne travaillent plus. Mais on a dû les comptabiliser comme des emplois créés. Évidemment, si la définition c'est de compter tous les emplois qui ne sont pas pérennes, évidemment, on va dire qu'on a créé des emplois. Or, nous parlons d'emplois pérennes qui permettent aux gens de consommer, mais surtout d'épargner aussi. C'est vrai que bon, il faut comptabiliser. On ne va pas seulement comptabiliser les emplois pérennes. J'imagine, vous êtes au chômage, on vous donne quelque chose pendant 3 mois, ça vous a permis de gagner des revenus. Peut-être que ça vous a permis même de vous reconvertir dans d'autres choses. L'important, c'est de catégoriser les emplois. Pour dire, on a créé des emplois où les gens ils sont permanents, où on a créé des emplois où précaires, et qu'après la fin du chantier, les gens ils vont abandonner, ça permet de gagner des revenus. C'est-à-dire il faut vraiment distinguer, quoi. Et je crois que c'est le travail des techniciens pour que dans un discours du chef de l'État, par exemple, on ait cette distinction-là. Et que... Pourquoi des gens ne viennent pas saper les citoyens soient informés, oui. Voilà. Soient informés, vraiment, c'est ça, quoi. Parce que il y a beaucoup de difficultés. L'une des difficultés, par exemple, c'est que même dans l'administration, on a pris une dernière loi, par exemple, qui a rendu tous les emplois plus ou moins précaires, puisqu'on dit on peut signer un contrat d'1 an avec vous, renouvelable presque à l'infini. Donc, à partir de ce moment, la probabilité pour que vous soyez chassé de l'emploi, elle est plus forte. C'est donc, est-ce que cet emploi-là, on va dire que c'est un emploi pérenne? À cet allure-là, est-ce qu'on pourra avoir des chiffres qui reflètent l'état réel de la nation? Oui, on peut. Si par exemple, dans une année, l'État dit, par exemple, j'ai créé 500 000 personnes l'année d'emploi, on sait que c'est une affaire de flux et que dans cette année-là, l'État a créé que les gens travaillent au moins 500 personnes ou bien tel nombre de personnes ont travaillé au moins pendant une année. C'est déjà extrêmement important pour savoir. En rapportant ça à la population, on peut dire que les Béninois globalement ont beaucoup plus travaillé. Voilà. Et oui, la question justement, c'est qu'on a 10 millions d'âmes et ceux vers qui l'État se retourne pour les aider à avoir de quoi subvenir à leurs besoins, c'est presque une minorité. Alors, on fait comment pour pouvoir arriver à avoir quand même une ratio qui est en adéquation avec la réalité du grand nombre? Oui, on fait comment? Il faut effectivement déjà avoir les vraies statistiques, parce que les statistiques, on peut les faire parler politiquement aussi. Donc, il faut avoir les vraies statistiques, ne pas se voiler la face, les mettre à la disposition de tout le monde et travailler à améliorer, justement. Mais bon, si on part sur des statistiques qui ne sont pas totalement correctes, c'est sûr qu'on va rester là dans les chiffres, à voir des améliorations. Peut-être pas correct, mais disons transparent. Oui, c'est ça. Et ça, honnêtement, nos
nos administrations ne sont pas des plus ouvertes en matière de statistiques, de chiffres, tout au moins, par exemple, la catégorisation dont il a parlé. Pour que désormais on sache que lorsqu'on dit création d'emplois, c'est de ça qu'on parle au Bénin. Mais on n'a pas ces compréhensions communes et donc ça rend les choses très difficiles. Mais permettez-moi rapidement, mais aussi, hein, il y a plusieurs chiffres que moi j'entends. Et moi, ça m'embrouille parce que oui, je vous donne un exemple. Hein, là, je lis dans un document 172 mégawatts, je lis 160 mégawatts, je ne sais plus qu'est-ce que je prends. J'apprends que, par exemple, on est à plus de 56% de notre PIB pour l'endettement du Bénin. Dans un document, j'ai entendu le ministre Biotchane dire qu'on est autour de 40%. Bon, vraiment, voilà des chiffres qui commencent pas à embrouiller. Peut-être qu'il n'a pas précisé de quelle année il parle, mais moi, j'ai les données de l'année 2018, 31 décembre 2018, et ça parle de plus de 56% du PIB. Donc, il y a un travail à faire. Je peux intervenir sur cet aspect. Parce que, bon, comme je dis souvent, il faut que les gens comprennent un peu les chiffres. Effectivement, on est au niveau de la tendance. Je crois de 2017, 2018, ça doit tourner autour de 54, 56%. Maintenant, il y a eu quelque chose. On a recalculé le PIB. On a parlé de rebasage. C'est-à-dire l'année de base qui est devenue 2012, oui, 15 je crois. 2015, oui. C'est-à-dire on a changé l'année de base. Or, si on change l'année de base, il y a quelque chose de mathématique. Parce que les prix ont tendance à augmenter. Quand vous changez les prix, au lieu de prendre le prix de 2007, vous prenez le prix de 2015 et vous multipliez. Ça augmente le PIB, quoi. Et il y a des secteurs qui n'étaient pas pris en charge aussi et qu'on a pris en charge. Donc, ça a augmenté le dénominateur. Et comme le stock de dette est en termes nominal, quand on divise, c'est maintenant 40%. Je crois que c'est ça que le ministre Biotchane. OK. On a actualisé les documents qui mettent à la disposition des contribuables. Important, oui. Une production énergétique, pour parler de ce milieu, qu'est-ce qu'on risque d'être à la traîne lorsque l'énergie en arrive à manquer? En tout cas, pour cette année, le chef de l'État l'a martelé. Le Bénin a fait un bond qualitatif, environ 160 mégawatts, soit la moitié des besoins de la population béninoise aux heures de pointe. Votre regard? Oui, bon, c'est à la fois, bon, c'est une bonne nouvelle puisque, en fait, bon, tu écoutes certains qui disent non, on est pratiquement vers l'autonomie énergétique. Tout au moins, le chef de l'État nous a dit non, on est loin de l'autonomie, on est à la moitié. Je crois que ça, c'est une information extrêmement importante. Deuxième chose, c'est que il faut faire peut-être une petite distinction entre la disponibilité de l'énergie et l'accès à l'énergie. C'est-à-dire, l'énergie peut être disponible, mais on peut venir enlever les compteurs des maisons des gens parce qu'ils ne paient pas les frais. Donc, au niveau des coûts d'installation et des coûts de consommation, je ne sais pas. Ça, c'est le quotidien. Oui, c'est le quotidien. Parce que moi, on peut me classer parmi les gens de revenus moyens, mais si je vois ce que je paie en termes d'électricité, alors que je n'ai pas de climatiseur, tout ça. C'est trop. Donc, pour moi, parfois les factures arrivent, j'ai diminué, mais tu es toujours à 50 000, tu es toujours à 70 000. Et ça ne vous prend pas le collet. Je ne sais pas combien de ménages peuvent supporter ça. Ah oui. Donc, en tout cas, c'est un discours sur l'état de la nation, c'est important de souligner ces aspects. Il faut revoir le mix énergétique pour qu'on puisse avoir accès à l'énergie à coût abordable. Je crois que c'est... Oui, le chef de l'État l'a dit, beaucoup ont ovationné. Oui, la population a observé. Ils ont bien envie d'être en permanence connectés, avoir de l'énergie chez eux pour le petit commerce, vendre de la viande, du poisson et tout ce qui va avec. Mettre au frais aussi pour la bonne boisson, comme aiment les Béninois. Mais beaucoup, malheureusement, sont obligés encore d'aller vers parfois les lampions, les lampes à pétrole, fidèles au nom. Oui, effectivement, il faut d'abord dire que c'est l'un des secteurs où je trouve assez pertinent l'investissement. Parce que l'énergie, c'est tout. C'est tout. L'énergie, c'est tout. Et je crois qu'à n'en juger qu'au délestage, on a constaté, en tout cas, du moins pour l'instant, on a constaté une certaine amélioration relativement à une certaine période. Parce que c'est aussi relativement à une certaine période. Parce qu'on parle comme si, par le passé, il n'y a que ça. Non, il y a eu une période d'avant
2016, où on a connu des délestages, ça a été jugulé. Donc, je crois que c'est l'un des secteurs où vraiment l'investissement a été assez pertinent. Maintenant, il a dit quelque chose de fondamental, l'accès. Moi, j'ai le sentiment, je ne peux pas donner des chiffres, mais tous ceux qui payent la facture d'électricité, moi surtout, j'ai un compteur prépayé, et je peux vous dire que j'ai constaté une hausse. Et là, je crains que lorsque tout ça va être mis en route, qu'il y ait un problème d'accès. Alors, ça va poser la question de, est-ce que nous faisons le choix entre la disponibilité en termes de, la disponibilité, l'accès, c'est-à-dire est-ce que ça va être disponible, mais on pourrait ne pas avoir accès à ça. Est-ce qu'on aura résolu le problème? La réponse est non. Donc, il va falloir effectivement faire très, très attention sur cette avancée-là, parce que je considère que c'est une avancée si les chiffres qui sont donnés sont vrais, que nous sommes à autour de 50% de notre autonomie en matière énergétique. Si c'est vrai, c'est une avancée qu'il faut... La condition record du coton, oui, près de 700 000 tonnes en 2019. Le Bénin classé premier producteur de l'or blanc en Afrique. Ça me fait sourire. Vous savez pourquoi? Non. Oui, je le dis, parce que les Anglais vont dire « and so what ?» And so what? Le professeur d'économie va nous le dire tout à l'heure. Mais je dis 700 000 tonnes, les premiers. Moi, ce que j'ai envie de savoir, et là encore, c'est les données. J'ai envie de savoir combien ça apporte à mon pays. Ça apporte au trésor public. L'exportation du coton. Parce que je sais, sauf si les chiffres ont changé tout dernièrement, ce n'est que 10 francs sur le kilo à l'exportation, pendant que d'autres produits sont à 60 francs. Alors, voilà des questions qui m'intéressent, moi. Qu'est-ce qu'on injecte dans la production du coton et qu'est-ce qu'on en tire comme revenu dans la mobilisation des ressources internes versus ce qu'on prend pour équilibrer notre budget en termes d'emprunt? Combien le coton nous apporte? Parce que moi, en tant que manager, on ne peut pas me donner le tonnage comme un élément de performance, a priori. Ça pourrait l'être. Mais c'est combien ça me rapporte qui m'intéresse et dans quoi on a injecté ça. Donc, honnêtement, moi, je voudrais qu'on sache raison garder. Il y a certainement des avancées au niveau de la production, mais il y a des éléments quand même à dire. Alors, oui, il y a des chiffres qui font sourire. Vous, a fait couler des larmes au ministre de l'Agriculture. Alors, docteur Onokou, vous, ces chiffres font quoi? Oui, bon, là, je suis d'accord avec M. Sonon. On pourrait avoir un peu plus de détails tout le long de la chaîne de valeur qui gagne quoi. Les paysans, les producteurs gagnent quoi? Ils sont à 27 millions, vous l'avez suivi? Le quoi? 27 millions, plus de 27 millions. Bon, je ne sais pas, c'est un chiffre d'ensemble. De francs CFA. Milliards ou bien millions? Je sais pas. Milliards de francs CFA. Ok, donc là, c'est... Qu'on a distribué aux paysans. Bon, là encore, c'est-à-dire ce qu'il faut voir, il faut voir ce que les paysans gagnent. Et quand on dit ce qu'ils gagnent, il faut enlever le coût des intrants, essentiellement, le revenu du travail. Il faut voir ce qu'ils sont en train de gagner. Il faut voir ce que les transporteurs gagnent. Il faut voir ce que les égreneurs gagnent. Il faut voir ce que les importateurs et les distributeurs d'intrants gagnent. Il faut voir un peu ce que l'État gagne. C'est-à-dire, si on fait cette distribution-là, on peut savoir dans un premier temps à qui ça profite. Et puis de deux, il y a un gros problème qu'on n'a pas résolu. Je crois que dans le discours, le chef de l'État en a parlé. Le fait d'exporter du coton fibre, on perd beaucoup de valeur ajoutée. J'avais donné un exemple. Vous avez votre coton, vous mettez ça dans un bateau qui va en Chine. L'amateur, déjà, il faut le payer pour le transport. Ça va en Chine. Les Chinois vont travailler dans leur industrie là-bas. Ils vont s'approprier une partie de la valeur ajoutée. Ils vont fabriquer peut-être des high targets, des tissus que vous voulez dire en somme que nos bonnes dames affectionnent. Et puis nous autres, on va prendre l'avion ou bien on va prendre bateau encore, on va partir acheter ces tissus-là. On va payer les transporteurs et on va venir consommer. Docteur Onokou, on ne pourra plus continuer. Informe-t-on ce qu'on va vous demander plutôt. Le chef mais on n'a même pas parcouru tout le discours. On ne pourra malheureusement pas. On constate dans les faits. Alors, une projection dans l'avenir, le chef de l'État invite tous à espérer. Enfin, le Bénin qui amorce son développement. Votre mot là-dessus, vous concluez. Oui, le chef de l'État a été optimiste. Je crois que
dans les prochains jours, il va tout faire pour que son optimisme se réalise. Fidèle Sonon. Non, je crois que ce discours, il a été beaucoup plus prospectif que basé sur les réalisés. Ça a été un mix, ce qui fait que si on ne suit pas bien, on va croire que ces chiffres-là, c'est des réalisés. Et moi, je vais dire, il va falloir qu'on revienne peut-être dans une autre émission pour voir au niveau de l'efficacité, de l'efficience et de l'économie, donc qui sont les composantes de la performance, pour voir si vraiment un certain nombre de projets sont véritablement performants, tels qu'on nous le... Tout ne dépendra que de vous, chers invités. Votre disponibilité restera nôtre pour servir une fois encore les téléspectateurs. Un second numéro sur cette question, ce n'est pas exclu. Donc, mesdames, messieurs, une fois encore, bonne et heureuse année 2020 à vous tous et aux fausses compagnies sur cette citation du célèbre écrivain français François Rabelais. Je le cite, « Ce qu'à autrui tu auras fait, sois certain qu'autrui te le fera. » Alors, dis, autant bien faire ce que l'on a à faire. Prenez soin de vous et à très bientôt.